Je m'appelle Valeria, j'ai 28 ans. Et pendant toute ma vie, mon père a répété les mêmes mots, chaque fois qu'il me regardait, tu es bien trop jolie, pour être ma fille. Mes cheveux blonds et mes yeux clairs constituaient, selon lui, la preuve irréfutable de la trahison de ma mère. 30 ans de mariage, 28 ans d'accusations incessantes, et Diana, ma mère, encaissant tout cela dans un silence absolu. La nuit qui a tout fait basculer, fut celle d'un dîner dominical en famille, à San Cristobal. La table était impeccable, dressée avec cette vaisselle en porcelaine que ma mère polissait chaque semaine, comme si la perfection pouvait la protéger de la tempête. Ma grand-mère, Leonora, surveillait Gerardo depuis le bout de la table. Mon frère, Marcos, fixait intensément son assiette, tandis que j'attendais le coup de grâce. Je n'assisterai pas à ton mariage, Valeria. Gerardo faisait déjà glisser un papier plié, à travers la nappe. C'était un formulaire de consentement, pour un test de paternité par ADN. Sa signature figurait déjà au bas de la page. Il me donnait 6 semaines de délai. Si je partageais les résultats avec le reste de la famille, il serait présent à la cérémonie. Il irait même jusqu'à présenter ses excuses publiques. Mais nous savons tous les deux, ce que ce test révélera, a-t-il ajouté avec mépris. La tasse de ma grand-mère a heurté sa soucoupe, dans un claquement sec. Ma mère s'est mise à pleurer, sans faire le moindre bruit. J'ai simplement répondu, merci pour ce rappel, Gerardo. Je m'en souviendrai. Et je le pensais très sincèrement. Je connaissais déjà parfaitement ce schéma destructeur. À l'âge de 7 ans, j'avais collé mon oreille contre la porte de leur chambre, et je l'avais entendu dire, d'où viennent ces cheveux blonds, Diana? Certainement pas de moi. À 12 ans, il a catégoriquement refusé de signer l'autorisation, pour que je rejoigne l'équipe de volley-ball de l'école. Je ne vais pas investir mon argent, pour élever l'enfant d'un autre. À mes 18 ans, lorsque Marcos est entré à l'université tout frais payé, il m'a regardé de haut, avant de lancer, que ton vrai père te paie tes études. J'ai donc dû contracter des prêts étudiants étouffants. J'ai enchaîné les doubles services, dans une petite cafétéria. Et j'ai finalement obtenu mon diplôme, avec 60 000 € de dette sur le dos, mais c'était un titre gagné à la sueur de mon front, sans la moindre aide de sa part. Le pire dans toute cette histoire, ce n'était pas l'argent. C'était de voir, jour après jour, ce que ces accusations constantes faisaient subir à ma mère. 5 ans avant cette fameuse soirée, ma grand-mère m'avait appelé en urgence, à 2 heures du matin. Ils avaient retrouvé Diana effondrée dans la salle de bain, avec un flacon vide de somnifère posé à côté d'elle. Les secouristes étaient arrivés à temps, mais de justesse. Gerardo, lui, ne s'est jamais excusé de l'y avoir poussé. De retour dans mon appartement d'Altaverde, j'ai tout raconté à Nicolas, mon fiancé. Il m'a écouté, la mâchoire serrée par la colère, et m'a suggéré de faire ce test, simplement pour clouer le bec de mon père une bonne fois pour toutes. J'ai baissé les yeux vers le modeste diamant qui ornait mon doigt, un bijou qu'il avait lui-même fait concevoir, d'après un croquis que j'avais dessiné des années auparavant. Il ne s'agit plus de prouver qu'il a tort, lui ai-je répondu. Il s'agit avant tout, de libérer ma mère de ce fardeau. Cette nuit-là, j'ai cherché un laboratoire génétique indépendant, formellement certifié et totalement impartial, n'ayant absolument aucun lien avec les relations de Gerardo. J'allais faire ce test, oui, mais à ma propre manière. 2 semaines plus tard, c'était le 60e anniversaire de Gerardo. Au beau milieu de ce dîner de gala mondain, il s'est levé, a remercié l'assemblée, a fait l'éloge de Marcos, puis ses yeux froids ont croisé les miens. Savez-vous comment on appelle l'oiseau, qui pond ses œufs dans le nid d'un autre? Le coucou. L'œuf du coucou est certes magnifique, mais il n'a rien à faire là. Il n'y a jamais eu sa place. Quelqu'un dans la salle a étouffé un cri de stupeur. Ma mère gardait la tête baissée, les larmes coulant silencieusement, venant s'écraser sur son bracelet. Je me suis levé, avec une lenteur calculée. Merci pour ce rappel, Gerardo. Je m'en souviendrai. Je me suis ensuite tourné vers ma mère. Veux-tu sortir prendre un peu l'air? Ensemble, le dos droit, nous avons traversé l'immense salon bondé. Ma grand-mère, Leonora, nous a rapidement rejointes sur le parking. Je pouvais lire une émotion nouvelle sur son visage d'habitude si impassible, un sentiment d'urgence absolue. La nuit de ta naissance, a-t-elle commencé d'une voix tremblante, l'infirmière qui t'a amené dans la chambre, avait les mains moites et agitées. Elle t'a confié à Diana avec une précipitation anormale.
Puis elle s'est enfuie en courant dans le couloir. J'ai essayé de mener mon enquête à l'époque, mais la direction de l'hôpital m'a bloqué de toutes parts. Elle a alors extrait un morceau de papier jauni, du fond de son sac à main. J'ai tout de même pu conserver, une copie de l'acte de naissance. L'heure indiquée sur ce document officiel est 23h47. Ma mère a froncé les sourcils. Mais j'ai accouché à 23h58, a-t-elle murmuré, incrédule. Je me suis toujours posé des questions sur ce décalage horaire. 11 petites minutes. Quelque chose d'irréversible s'était forcément produit durant ce bref laps de temps. Il y a un nom sur ce papier, a précisé Léonora, l'œil brillant. Celui de l'infirmière en chef, en service ce soir-là. Elle s'appelle Margarita Salinas, et elle a pris sa retraite il y a 10 ans. J'ai réussi à obtenir son adresse personnelle. Dès le lendemain matin, j'ai franchi les portes du laboratoire indépendant, avec 3 échantillons d'ADN en ma possession. Le mien, un simple frottis buccal. Celui de ma mère, qu'elle m'avait donné de son plein gré, en me glissant ces mots bouleversants, quoi qu'il arrive à l'avenir, tu resteras toujours ma fille. Et enfin, celui de Gérardo. Celui-ci était beaucoup moins volontaire, puisqu'il s'agissait de quelques cheveux, discrètement récupérés sur la brosse de la salle de bain des invités. J'ai exigé une procédure accélérée, garantissant des résultats sous 3 semaines. L'après-midi même, j'ai téléphoné à Margarita. Elle a décroché à la 6e sonnerie. Je ne peux absolument pas vous aider. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne me rappelez plus jamais. Et elle a raccroché brutalement. Une femme innocente aurait simplement été confuse face à cet appel étrange. Margarita, elle, était complètement terrifiée. 3 jours plus tard, Gérardo envoyait un email groupé à 47 membres de notre famille élargie. Ma mère, ma grand-mère et moi-même étions bien évidemment en copie. L'objet du message était sans équivoque, concernant le mariage de Valeria. J'ai lu ce texte assise dans ma voiture, les mains tremblantes de rage. Il y affirmait que mon refus persistant de partager les résultats était un aveu de culpabilité criant. En pièce jointe, il avait eu la cruauté d'ajouter une photo de mon baptême, où il avait entouré mon petit visage au feutre rouge, avec cette légende cinglante, « Cherchez les différences ». 3 semaines exactement après le dépôt des prélèvements, le courriel tant attendu du laboratoire est arrivé dans ma boîte de réception. Il était 21h47, un mardi soir. Nicolas était parti en voyage d'affaires, j'étais donc seul dans l'appartement plongé dans le silence. J'ai tapé le mot de passe, j'ai ouvert le document médical, et je l'ai lu 3 fois de suite, car les 2 premières lectures n'avaient absolument aucun sens pour mon cerveau. Sujet A, Valeria Villanueva, 0% de correspondance génétique avec le sujet B, Gerardo Villanueva. À cela, je m'y attendais depuis toujours. Mais c'est alors que j'ai vu la 2e ligne du rapport. Sujet A, Valeria Villanueva, 0% de correspondance génétique avec le sujet C, Diana Villanueva. J'ai littéralement cessé de respirer. J'ai immédiatement appelé la ligne d'urgence du laboratoire, la voix brisée par l'angoisse et le choc. Ils m'ont confirmé, avec fermeté, qu'il n'y avait eu aucune contamination des échantillons, aucune erreur technique de leur part, et qu'il n'y avait aucune possibilité de se tromper. Je n'étais l'enfant biologique d'aucun de mes 2 parents. Ma mère n'avait donc jamais eu la moindre liaison extra-conjugale. Gérardo s'était lourdement trompé sur ce point, pendant 28 longues années de souffrance. Mais si Diana avait toujours dit l'exacte vérité de son côté, comment était-il scientifiquement possible que je ne sois pas sa propre fille? Je me suis rendu chez mes parents, dès le lever du soleil le lendemain. Diana a lu le compte-rendu médical dans un silence pesant. J'ai vu toute la couleur de son visage disparaître en une fraction de seconde. Ce document doit comporter une erreur de frappe, a-t-elle balbutié, paniquée. J'ai passé 14 heures interminables en salle de travail. Je t'ai senti naître de mes entrailles. Tu étais toute rouge, tu pleurais à plein poumon. Et tu étais mon bébé. Je lui ai doucement pris ses 2 mains glacées. Je te crois, maman. Et c'est justement pour cela qu'il n'y a qu'une seule explication logique à cette folie. Quelque chose de terrible s'est produit à l'hôpital. Quelqu'un nous a échangés dans notre berceau. Si je ne suis pas ton enfant biologique, cela signifie implacablement que ta véritable fille est quelque part dans ce monde, en train de vivre la vie d'une autre personne. Ma mère s'est mise à pleurer. Ce n'étaient plus les pleurs silencieux et résignés d'autrefois, mais des sanglots déchirants,
provenant d'un instinct maternel profond, viscéral et blessé. Gerardo a malheureusement appris la nouvelle, par l'intermédiaire indiscret de Marcos. En moins d'une heure, il m'a téléphoné. Mon lourd silence au bout du fil, lui a tout confirmé. Il croyait enfin détenir sa vérité. Il m'a raccroché au nez, avant même que je ne puisse prononcer un mot pour lui expliquer la situation. Dans l'heure qui a suivi, il a violemment ordonné à ma mère de faire ses valises et de quitter la maison. Ma grand-mère est accourue pour la soutenir dans cette épreuve humiliante. À mon arrivée, j'ai trouvé Diana recroquevillée sur le canapé du salon, le regard vide, tandis que Léonora se tenait bien droite à ses côtés, telle une sentinelle protégeant son enfant. Il est persuadé d'avoir gagné la guerre, ai-je murmuré d'un ton glacial. Eh bien, le moment est venu, de lui montrer le reste de l'histoire. J'ai tenté de joindre Margarita à 5 reprises, au cours des 3 jours suivants. Chaque appel basculait irrémédiablement, vers une messagerie vocale fuyante. Lors de ma 6e tentative, j'ai décidé de laisser un message d'une toute autre nature. Je lui ai expliqué avec une fermeté implacable, que je détenais désormais des preuves ADN certifiées, attestant de cet échange criminel à la maternité. J'ai ajouté que je ne cherchais pas à blâmer qui que ce soit, que je voulais simplement découvrir ma véritable identité. Mais si vous refusez de me rappeler, ai-je conclu d'une voix neutre, ma prochaine étape sera d'engager un redoutable avocat, pour exiger l'ouverture d'une enquête officielle et médiatisée. À 16h17 très précise, mon téléphone a vibré, affichant un court SMS provenant d'un numéro inconnu. Jeudi, 14h. Cafétéria El Puente, dans le quartier de Puerto Real. Venez seul. En arrivant sur les lieux, j'ai repéré Margarita Salinas, assise à une petite table dans le coin le plus reculé, le dos solidement appuyé contre le mur. C'était une femme de 72 ans, d'apparence beaucoup plus frêle et vulnérable que ce que je m'étais imaginé. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère, et ses mains noueuses tremblaient au-dessus de sa tasse de thé fumante. Vous lui ressemblez énormément, a-t-elle soufflé d'une voix éteinte, dès l'instant où je me suis assise. Vous ressemblez à Lucia, votre mère biologique. Vous avez la même cascade de cheveux clairs, et exactement le même regard profond. Elle a alors extrait un vieux carnet en cuir usé de son grand sac, et l'a fait glisser sur la table, jusqu'à moi. J'ai parcouru son écriture serrée, et mon sang n'a fait qu'un tour dans mes veines. 23h47, naissance d'une petite fille, désignée comme bébé numéro 1. Mère, Diana Villanueva. Enfant en bonne santé, poids de 2 kilos. 23h58, naissance d'une petite fille, désignée comme bébé numéro 2. Mère, Lucia Moreno. Enfant en bonne santé, poids de 9 kilos. 2h incident majeur. L'infirmière stagiaire en service, Carla Herrera, a dramatiquement confondu les 2 nourrissons au moment de leur donner le bain. L'erreur gravissime n'a été détectée par l'équipe de garde, qu'à 2h15. Malheureusement, les 2 familles respectives avaient déjà établi un lien affectif puissant avec les nouveau-nés qu'on leur avait présentés. 2h45, réunion de crise urgente avec le directeur de l'établissement. Décision finale, corriger discrètement les registres médicaux. Plutôt que d'échanger les bébés et d'avouer la faute. Motif invoqué, une solution jugée beaucoup moins traumatisante, pour toutes les parties concernées. Mesures prises, accord de confidentialité strict et obligatoire, pour l'intégralité du personnel présent cette nuit-là. Vous saviez la vérité, ai-je chuchoté avec horreur, incapable de détacher mes yeux du carnet. L'hôpital tout entier a su dès la première nuit, et vous avez tout étouffé sous un tas de mensonges. Le directeur de l'époque était intimement persuadé, qu'il causerait bien plus de dégâts psychologiques en vous rendant à vos parents biologiques, a-t-elle tenté de se justifier, les yeux fuyants. Les 2 mamans avaient déjà bercé leur petite fille, elles les avaient déjà nourries. La voix de l'ancienne infirmière s'est brisée, trahissant un lourd sentiment de culpabilité enfoui depuis des décennies. Je n'avais que 24 ans à l'époque. La direction m'a menacé de m'arracher ma licence médicale, et de supprimer ma future pension de retraite. Je devais nourrir mes 2 jeunes enfants, comprenez-moi. J'ai pris une grande inspiration, tentant de maîtriser la tempête qui faisait rage en moi. Qui est l'autre enfant, ai-je demandé froidement. Elle a sorti une feuille de papier imprimée avec soin. Sur la photographie, se trouvait une jeune femme de mon âge. Elle avait de beaux cheveux châtains, des yeux sombres, et affichait un sourire qui était la réplique absolument exacte de celui de mon frère, Marcos. Elle s'appelle Raquel Moreno. Elle a 28 ans,
elle habite dans la ville voisine de Villarosa, et elle est la véritable fille biologique de votre mère. Le soir même, seul dans mon bureau, j'ai rédigé mon message 17 fois consécutives, avant de trouver le courage inouï de l'envoyer. D'après les recherches que j'avais pu effectuer, Raquel était maîtresse d'école primaire, et donnait généreusement de son temps comme bénévole, dans un refuge pour animaux abandonnés. Je lui ai envoyé un long texte poignant, lui expliquant la situation dans ses moindres détails. Les tests ADN incontestables, les aveux choquants de l'ancienne infirmière, l'échange dramatique survenu à la maternité. 24 heures plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner, affichant un numéro inconnu. Valéria, a commencé une voix douce et familière à l'autre bout du fil. Toute ma vie, ma famille m'a répété sans cesse, que je ne ressemblais ni à l'un, ni à l'autre de mes parents. Mon père s'amusait souvent à dire, en plaisantant à moitié, que l'hôpital avait dû faire une terrible erreur à ma naissance. J'ai entendu un petit rire nerveux, lourd d'émotion, résonner dans l'écouteur. Je suppose qu'en fin de compte, ce n'était vraiment pas une blague. Nous avons discuté sans relâche pendant plus de 3 heures, et nous avons rapidement convenu d'organiser un nouveau test ADN officiel, afin de comparer l'empreinte génétique de Raquel, avec celle de Gerardo et de Diana. Au cours des jours qui ont suivi cette conversation téléphonique bouleversante, j'ai patiemment monté mon dossier, tel un véritable avocat préparant le procès de sa vie. J'ai rassemblé le rapport accablant du laboratoire, les pages compromettantes du journal intime de Margarita, que j'avais pris soin de photographier sous tous les angles avec son accord, ainsi que sa déclaration écrite complète, dûment authentifiée et validée devant un notaire. J'ai 72 ans, désormais, m'avait-elle confié avec un léger sourire triste et résigné. Que peuvent-ils me faire de pire? Me renvoyer de ma propre retraite pour me punir? Et finalement, 2 petits jours seulement avant la grande fête familiale prévue par Gerardo, les résultats tant attendus de Raquel sont tombés dans ma boîte mail. Sujet A, Raquel Moreno, 99,97% de correspondance génétique avec le sujet B, Gerardo Villanueva. Sujet A, Raquel Moreno, 99,98% de correspondance génétique avec le sujet C, Diana Villanueva. J'ai lu ces pourcentages froids et cliniques, les yeux noyés de larmes de soulagement. Nous nous sommes retrouvés le lendemain après-midi, dans un petit café situé à mi-chemin entre nos deux villes, en terrain neutre. En m'apercevant franchir la porte d'entrée, Raquel a bondi de sa chaise avec un enthousiasme débordant. C'était frappant, presque irréel. Elle possédait la mâchoire carrée et volontaire de Marcos, la fossette si caractéristique de Gerardo, et les yeux d'un brun profond de Diana. Nous étions 2 parfaites inconnues, qui auraient logiquement dû grandir sous le même toit, comme des sœurs complices. Je veux les rencontrer, a-t-elle demandé avec une ferveur palpable dans la voix. Mes vrais parents biologiques. Tu vas les voir, lui ai-je solennellement promis en lui serrant les mains. Dans 3 jours très exactement. Je me suis bien gardé de lui préciser à ce moment-là, que l'un de ses 2 parents serait très probablement à genoux sur le sol, au moment précis où elle ferait son entrée. La grande réception d'anniversaire a eu lieu, dans l'imposante demeure classique de ma grand-mère Léonora. 60 invités triés sur le volet étaient présents pour l'événement. Et parmi eux, se trouvait consciencieusement chaque membre de la famille, ayant reçu l'email incendiaire de Gerardo. J'ai fait mon apparition, vêtu d'une élégante et sobre robe bleu marine, affichant l'assurance tranquille et déconcertante d'une personne qui sait qu'elle a déjà remporté la bataille. Ma mère, Diana, est arrivée peu après au bras protecteur de Léonora. Ses yeux trahissaient encore des signes évidents de larmes récentes, mais elle arborait une posture fière, le port de tête plus droit et majestueux que je ne l'avais jamais vu. Gerardo, fidèle à lui-même, a fait une entrée tardive et très théâtrale. Il portait un costume sombre de grand couturier, une montre de luxe étincelante au poignet, et un grand sourire triomphant accroché aux lèvres. Il était intimement persuadé qu'il s'agissait de son grand tour d'honneur avant la victoire finale. Au beau milieu du cocktail mondain, il a réclamé un micro pour prendre la parole devant l'assemblée silencieuse. Mes chers amis, j'ai récemment demandé à Valéria de se soumettre à un test ADN, et je suis pertinemment au courant qu'elle a effectué cette démarche en secret. Ce qui m'échappe totalement. C'est la raison pour laquelle elle s'obstine lâchement à en dissimuler les résultats. J'ai donc pris l'initiative généreuse de l'aider, à partager enfin la vérité avec vous tous. Il a théâtralement sorti une feuille de papier pliée en 4, de la poche intérieure de sa veste. Mon frère, Marcos, a eu au moins la décence de baisser les yeux, l'air profondément gêné par ce déballage public. 0% de correspondance génétique, avec Gerardo Villanueva.
0% de correspondance génétique, avec Diana Villanueva. Des exclamations étouffées, des hoquets de surprise et des murmures d'indignation, ont instantanément parcouru l'ensemble de la salle luxueuse. Cela fait 28 ans que je le clame haut et fort, à qui veut bien l'entendre. Sa voix est soudainement montée dans les aigus, chargée d'une fureur vengeresse longtemps contenue. Et aujourd'hui, la science médicale me donne enfin raison, noir sur blanc. Il a pivoté d'un coup sec, pointant un doigt accusateur vers Diana. Tu m'as menti effrontément. Tu as menti à tout le monde, ici présent. Un silence de mort, lourd et asphyxiant, est retombé sur l'assemblée médusée. C'est à cet instant précis, que j'ai commencé à m'avancer calmement vers la petite estrade en bois. Tu as parfaitement raison sur un point, Gérardo. Je lui ai fermement pris le micro des mains. Il était tellement pris au dépourvu par mon audace, qu'il a relâché sa prise sans opposer la moindre résistance. Le rapport médical démontre bel et bien, que je ne suis pas ta fille biologique, et que je ne suis pas non plus la fille biologique de maman. Le sourire satisfait et cruel de Gérardo s'est élargi davantage sur son visage. Cependant, ce n'est absolument pas parce que maman aurait eu une liaison passagère, comme tu t'es plu à l'imaginer. Son sourire carnassier a brusquement vacillé, laissant place à une lueur d'incompréhension. Je me suis tourné avec grâce, pour m'adresser directement aux 60 invités silencieux, suspendus à mes lèvres. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter quelqu'un de très spécial. C'est alors que Raquel a fait son entrée solennelle dans la pièce lumineuse. 28 ans, de beaux cheveux châtains coupés mi-longs, des yeux foncés perçants, et une mâchoire portant la signature génétique incontestable de la lignée des Villanueva. La salle entière a littéralement explosé en murmures stupéfaits et en exclamations bruyantes. Un invité bouleversé a laissé échapper sa coupe de champagne, qui s'est brisée en 1000 morceaux sur le sol en marbre. Marcos, devenu livide, a poussé un petit cri étranglé de surprise. Je vous présente Raquel Moreno. Elle est venue au monde 11 petites minutes avant moi, au sein de l'hôpital Santa Clara, le 15 mars 1997. Ce soir-là, une jeune infirmière en stage, fatiguée ou inattentive, a tragiquement confondu deux nourrissons au moment de leur donner le bain. Et la direction de l'hôpital a délibérément, et honteusement, dissimulé cette erreur monumentale, afin de s'éviter un procès retentissant et la ruine de leur réputation. D'un simple clic sur une télécommande, j'ai affiché les véritables rapports du laboratoire en grand format, sur l'écran plat fixé au mur derrière l'estrade. Comme vous pouvez le constater par vous-même, l'ADN de Raquel indique une correspondance génétique de 99,97% avec Monsieur Gérardo Villanueva, et de 99,98% avec Madame Diana Villanueva. Elle est ta véritable fille biologique, Gérardo. Elle a vécu toute sa vie loin de toi. Dans la ville voisine de Villarosa, à cause d'une abominable erreur médicale, qu'un hôpital a lâchement choisi de cacher sous le tapis. Et voici Madame Margarita Salinas, ai-je poursuivi d'une voix claire, tandis que la vieille dame se levait de sa chaise, avec une dignité retrouvée et courageuse. Elle occupait le poste prestigieux d'infirmière en chef, lors de cette terrible nuit. Elle possède une déclaration notariée officielle, qui confirme point par point l'intégralité de ces faits troublants. Monsieur Villanueva, j'étais présente ce soir-là, dans le service de maternité, a déclaré Margarita d'une voix tremblante, mais habitée d'une force inébranlable. J'ai vu l'incident dramatique se produire, de mes propres yeux horrifiés. Votre épouse ne vous a jamais trahi, pas une seule seconde de son existence. Jamais. C'est l'hôpital qui nous a brutalement forcés, sous peine de représailles professionnelles, à signer des accords de confidentialité stricts. J'aurais dû trouver le courage de briser le silence, il y a bien longtemps de cela. Je me suis tourné lentement vers Gérardo. Ses mains crispaient désespérément le rebord de la petite estrade, ses jointures blanchies par la pression extrême qu'il exerçait. Tu exigeais des preuves scientifiques, Gérardo? Tu voulais de la science? Eh bien, les voici. Chaque rapport médical irréfutable, chaque signature officielle au bas d'un document compromettant, et chaque seconde de ces 11 minutes fatidiques, qui ont bouleversé le destin de deux familles à tout jamais. Ses genoux ont soudainement cédé sous son poids, comme s'ils étaient faits d'eau. Gérardo Villanueva, cet homme d'ordinaire si fier, si droit et si arrogant, s'est effondré de tout son long sur l'estrade. Il s'est retrouvé un genou à terre, pitoyable, les deux mains posées à plat sur le plancher en bois ciré. Je l'ignorais totalement, a-t-il chuchoté d'une voix rauque, méconnaissable. Comment aurais-je pu deviner une chose pareille?
Tu aurais tout simplement pu lui faire confiance, ai-je répliqué à voix basse. Mes mots, clairs et tranchants comme des lames, ont résonné dans chaque coin de la grande salle silencieuse. Mais tu as préféré nourrir tes pires soupçons. Tu as délibérément choisi la cruauté gratuite au quotidien. Et pendant 28 longues années, tu as injustement puni ma mère, ainsi que moi-même, pour un crime imaginaire qui n'a jamais, au grand jamais, eu lieu. Depuis l'autre bout de la pièce bondée, Marcos s'est mis debout d'un bond fulgurant. Il est passé devant son père prostré sans même lui accorder un regard de pitié, et a traversé la foule ébahie pour rejoindre Diana. Maman, je suis tellement désolé. J'aurais dû prendre ta défense et parler, depuis des années. J'ai été un lâche. Diana, émue aux larmes, l'a accueilli dans ses bras ouverts, avec une tendresse infinie. Gerardo est resté prostré à genoux, observant, impuissant et dévasté, sa propre famille lui tournait le dos pour se réunir sans lui. Ma mère s'est approchée de lui, d'un pas lent, digne et mesuré. 28 années gâchées, Gerardo. Sa voix portait une force nouvelle, une autorité sereine que je ne lui avais jamais connue auparavant. Je suis resté à tes côtés par amour, parce que je gardais l'espoir insensé, que peut-être un jour, tu finirais par m'accorder ta confiance aveugle. Il a levé les yeux vers elle, son visage dur et fier désormais inondé de larmes de regrets amers. Elle a levé une main ferme, pour l'interrompre avant même qu'il ne prononce le premier mot de ses excuses. Pas encore. Ne dis rien. Tu me dois, avant toute chose, des excuses publiques et sincères, devant chaque personne présente dans cette pièce, et devant tous ceux qui ont lu ton email dégradant. Tu dois demander pardon à genoux à Valeria. Pour tous les anniversaires que tu as pris un malin plaisir à ruiner par ta rancœur. Et enfin, tu as une dette incommensurable envers Raquel, celle d'avoir failli à devenir le père aimant qu'elle méritait d'avoir, et dont elle a été cruellement privée. Je n'avais pas besoin que le monde entier me croie, Gerardo. La voix de ma mère a soudainement vacillé, brisée par l'accumulation d'émotions intenses. J'avais uniquement besoin que mon propre mari me croie, et tu as toujours refusé de le faire. Elle a pivoté sur ses talons avec élégance, laissant Gerardo à terre avec ses remords, et s'est dirigée d'un pas pressé vers Raquel. Bonjour, a-t-elle murmuré avec une douceur infinie, les larmes coulant sur ses joues. Je suis ta maman. Je suis tellement désolé, que nous ayons mis tout ce temps à nous retrouver. Il a fallu 3 essais laborieux à Gerardo, pour réussir péniblement à se remettre debout sur ses 2 jambes trémulantes. Personne, dans l'immense assemblée, n'a esquissé le moindre geste compatissant pour lui venir en aide. Il a repris le micro. Sa voix était désormais rauque, totalement brisée de l'intérieur, vidée à jamais de toute son arrogance passée. J'avais tort sur toute la ligne. Diana ne m'a jamais été infidèle. Je l'ai accusée injustement, violemment, pendant près de 3 décennies entières, et j'avais terriblement tort. Il a posé son regard implorant et rougi sur moi. Valeria, je t'ai arraché des choses précieuses, que je ne pourrai jamais te restituer, même avec tout l'or du monde. J'ai volé ton insouciance d'enfant, j'ai détruit ta confiance en toi. Et je t'ai privé de l'argent et de la sécurité qui te revenaient de droit. Je m'engage solennellement à rembourser l'intégralité de tes prêts universitaires exorbitants. Jusqu'au dernier centime. Ce n'est certes pas suffisant pour réparer mes erreurs monumentales, mais c'est un point de départ. Il s'est ensuite tourné, l'air vaincu, vers Raquel. Tu es ma propre chair, ma fille, et j'ai manqué les moments les plus importants et merveilleux de ton existence. Tes premiers pas hésitants, tes remises de diplôme, tes joies et tes peines, ta vie tout entière. C'est un fardeau lourd, dont je porterai le regret cuisant jusqu'au jour où je mourrai. Nous pouvons toujours essayer de rattraper le temps perdu, en commençant dès aujourd'hui, a répondu Raquel d'un ton mesuré et mature. À la seule condition que tu sois enfin prêt, à te comporter comme un véritable père attentif, et non plus comme un juge impitoyable et froid. Ma grand-mère s'est approchée de lui en silence, et lui a tendu un mouchoir en tissu propre, d'un geste sec. Essuie tes larmes, Gerardo, et reprends-toi. Tu as énormément de travail devant toi, pour te racheter une conduite digne de ce nom. Une semaine plus tard, le cœur battant, j'ai pris la route en direction de Villarosa. Lucia Moreno, ma mère biologique, avait une magnifique chevelure blonde gracieusement parsemée de fils d'argent, et des yeux clairs pétillants, qui étaient le reflet miroir absolu des miens. Nous sommes restés assises dans sa petite cuisine chaleureuse, à discuter à cœur ouvert pendant 4 heures d'affilée. Elle m'a longuement et tendrement parlé de David, mon père biologique,
tragiquement décédé d'une maladie fulgurante, sans jamais avoir connu la vérité sur sa descendance. Il répétait souvent, avec un mélange d'étonnement et d'admiration, que Raquel possédait le regard profond et insondable d'une vieille âme, m'a-t-elle confié, la voix nouée par l'émotion. Mais en réalité, c'était de tes yeux dont il parlait sans le savoir, Valéria. Je n'ai aucune intention mal placée de remplacer Diana dans ton cœur. C'est elle qui t'a élevé avec amour, c'est elle, ta véritable mère. Elle l'est, c'est indéniable, ai-je répondu avec une tendresse infinie, en lui serrant la main. Mais il y a peut-être suffisamment de place dans ma vie, pour accueillir une maman supplémentaire. Le sourire éblouissant de Lucia, à cet instant magique, aurait pu à lui seul illuminer la maison tout entière, tant il irradiait de bonheur pur. 2 mois se sont écoulés depuis cette journée mémorable, et j'ai enfin épousé Nicolas, dans les somptueux jardins fleuris de la propriété de Léonora. C'est Diana qui m'a fièrement accompagné jusqu'à l'hôtel, d'un pas assuré et rayonnant. Pas Gérardo. Elle portait une somptueuse robe couleur champagne, et marchait la tête haute, défiant les regards, pour la première fois depuis des décennies. Gérardo, de son côté, avait pris place au 2e rang de l'assemblée, observant la cérémonie émouvante dans un silence respectueux et contrit. Raquel figurait, rayonnante, parmi mes demoiselles d'honneur, souriante et d'une complicité inespérée. Lucia Moreno, quant à elle, occupait une place de choix, invitée d'honneur au tout premier rang. Lors du repas de noces, ma grand-mère a levé sa coupe de champagne, et a porté un toast poignant et inoubliable en l'honneur de la vérité, peu importe le temps infini qu'elle met à éclater au grand jour. L'action en justice complexe intentée contre l'hôpital Santa Clara, a traîné en longueur pendant 8 longs mois de bataille juridique. Lors des audiences mouvementées, des documents confidentiels accablants ont finalement refait surface des archives, des courriels compromettants échangés entre les hauts responsables de l'époque, et surtout, une mystérieuse ligne budgétaire annuelle. Cyniquement intitulée « Liquidation de responsabilités potentielles ». Ce fonds secret et inavouable avait été discrètement renouvelé par la direction, chaque année sans exception, depuis le drame de 1997. L'accord final négocié par nos avocats s'est soldé par une indemnisation colossale, 450 000 € versés rubis sur l'ongle, à chacune de nos 2 familles lésées. L'établissement de santé a également été formellement contraint de présenter des excuses publiques écrites, et de réformer drastiquement l'ensemble de ses protocoles de sécurité en maternité. Margarita, l'ancienne infirmière, m'a envoyé une jolie carte de remerciement touchante. Merci du fond du cœur, de m'avoir donné une raison valable et le courage nécessaire, pour enfin révéler la vérité. Je peux de nouveau fermer les yeux, et trouver le sommeil. 6 mois après la célébration joyeuse de mon mariage, Gérardo m'a timidement invité à dîner. Juste lui et moi, en tête-à-tête pour la première fois. Il avait choisi un petit restaurant calme et intimiste à Altaverde, une adresse discrète et sans aucune fioriture. Il m'a paru vieillissant, les tempes plus grises, le dos voûté, comme physiquement diminué par le poids écrasant de ses aveux publics et de ses remords. Il m'a confié à demi-mot qu'il avait entamé une thérapie psychologique approfondie. Diana et lui étaient officiellement séparés depuis le scandale, mais ils essayaient, à l'aide de professionnels qualifiés, de déterminer s'il restait encore un infime fragment d'amour et de respect à sauver de leur naufrage conjugal. Je garde un souvenir très précis du jour où tu m'as appris à faire du vélo, ai-je murmuré doucement par-dessus la table, brisant la glace. J'avais à peine 5 ans. Tu tenais fermement la selle arrière, et tu courais à côté de moi pour me rassurer, jusqu'à ce que je trouve mon équilibre toute seule et que je m'élance. Je m'en souviens parfaitement, a-t-il répondu, la voix chevrotante et les yeux soudainement brillants de larmes contenues. C'est exactement de ce père-là, dont j'avais désespérément besoin tout au long de ma vie. Celui qui refusait de me lâcher dans les moments difficiles. Je suis prête à essayer de reconstruire une relation saine avec toi. Papa. Mais tu dois comprendre que le pardon est un long processus de guérison complexe, et non pas un événement magique et ponctuel. Je ferai les efforts nécessaires, et je prendrai tout le temps qu'il faudra, sans aucune exception, m'a-t-il promis solennellement, posant sa main tremblante sur la mienne. Je ne lui ai pas pardonné l'ensemble de ses actes impardonnables, ce soir-là. Et je ne lui pardonnerai d'ailleurs peut-être jamais totalement le mal qu'il a fait. J'ai simplement choisi, en conscience, de lui offrir l'opportunité que ma propre mère n'avait malheureusement jamais eue, celle de pouvoir me prouver, par des actes concrets au quotidien, qu'il était capable de changer en bien. Aujourd'hui, je suis paisiblement assise dans notre nouvel et lumineux appartement d'Altaverde. J'entends Nicolas s'affairer joyeusement dans la cuisine,
et les murs de notre salon sont chaleureusement couverts de belles photographies de nos deux familles réunies. Sur la petite table basse devant moi, repose le test de grossesse que j'ai effectué, ce matin même, avec une certaine appréhension. Il est positif. J'ignore totalement quel métissage génétique, ou quel héritage complexe d'ADN portera ce futur bébé qui grandit en moi. Mais je sais pertinemment une chose, une conviction inébranlable ancrée au plus profond de mon âme. Dès sa toute première seconde de vie sur cette terre, cet enfant saura qu'il est profondément et viscéralement aimé. D'un amour inconditionnel, pur, protecteur, et sans l'ombre d'un doute empoisonné. C'est bien là, la seule et unique preuve scientifique qui compte réellement à mes yeux. Si, un jour dans votre propre vie, on vous a accusé à tort et avec cruauté de quelque chose que vous n'avez pas commis, je veux que vous sachiez une chose importante, gardez toujours espoir. La vérité finit inéluctablement, telle une bouée, par remonter à la surface des eaux troubles. Parfois, elle met 28 longues années de souffrance à éclore. Parfois, il lui faut le coup de pouce inattendu d'un test génétique implacable, et le témoignage inespéré d'une infirmière courageuse, tourmentée par le poids insoutenable de sa culpabilité. Mais quoi qu'il arrive, la vérité triomphe toujours de l'obscurité. Ne laissez jamais, sous aucun prétexte, les soupçons injustifiés d'une autre personne, définir la valeur inestimable de ce que vous êtes. Accorder sa confiance à autrui, est un choix conscient, un acte de bravoure quotidien. Cultiver le doute est une facilité, une lâcheté de l'esprit. Mais n'oubliez jamais que 28 années de doute maladif et destructeur, ont le pouvoir terrifiant de détruire une famille entière. Alors que 28 années de confiance inébranlable, de dialogue et d'amour, auraient pu sauver la mienne du désastre absolu. Merci d'avoir pris le temps précieux d'écouter mon récit.